Bon, Alexandre, merci beaucoup de nous faire l'honneur justement d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Donc, juste pour mettre en situation un petit peu, donc ton travail de base, c'est dentiste. C'est tout un métier, toute une spécialisation et surtout que toi, tu es spécialiste en fait dans les traitements de gencives. Les gens ne sont pas trop au courant, mais la dentisterie, c'est vraiment un monde où non seulement ça peut être général, mais tu peux te spécialiser. En effet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, en France, je ne sais pas si c'est déjà rentré un peu dans les mœurs, mais un dentiste peut être spécialisé dans un secteur donné. Par exemple, ça peut être la dévitalisation dentaire, ça peut être le traitement de gencives, ça peut être la chirurgie, etc. C'est quelque chose qui est complètement normal dans d'autres pays, comme par exemple les États-Unis, le Canada, etc. Ici, ça commence plus ou moins à se mettre en place. Toi, tu es t'es parodontiste exclusif, c'est-à-dire que En tu effet. es Mhm. spécialiste dans tout ce qui concerne la gencive, l'os, tout ce C'est qui en ça. fait est support de la dent. On est d'accord? En effet. D'accord. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu en es arrivé à devenir spécialiste? Ok. Pourquoi tu as choisi ça? Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de choses qui n'ont rien à voir avec le monde D'accord. dentaire, mais c'est juste pour t'introduire à toi. Ok. Donc en effet, je suis parodontiste et j'ai une activité qui est exclusive. Le chemin est long, hein. Tu me connais bien, Roméo. Il s'est passé beaucoup de choses et il y a en fait dans notre métier, on a la chance de devenir des artisans de la santé. Et en fait, il y a un compagnonnage. En fait, on se forme un peu par rapport aux gens qu'on rencontre. Et sur mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont été un peu des maîtres à penser, des maîtres techniques. Et donc, moi, en gros, j'ai fait l'internat, après, je me suis spécialisé. Donc, j'ai eu le temps de confronter à beaucoup, beaucoup de praticiens. Et ceux à qui je ressemblais, c'était les parodontistes, hein. Donc, notamment l'équipe et le DU de paro de Philippe Bouchard. C'était quelque chose qui était difficile à atteindre, mais une fois qu'on est dedans, bah, après, on suit le flow. Moi, je suis content de la formation que j'ai eue. J'ai passé beaucoup de temps en milieu hospitalier, mais je ne regrette pas une seule année, hein. Et là, maintenant, dans mon activité, ce qui est important de savoir, c'est que personne ne vous attend. En effet, les spécialités en France ne sont. La parodontologie n'est pas reconnue en tant que telle, hein. J'ai l'activité, certains diplômes sont indiqués sur ma plaque à l'extérieur, mais ce n'est pas une spécialité en tant que telle, c'est l'activité qui fait le spécialiste. C'est les compétences de la personne qui font la spécialité. Donc ça, c'est un petit message pour ceux qui pensent ne pas avoir tout ce qu'il faut pour faire. Si vous êtes formé pour et que la patientèle vous suit Mm, pour ça, faites. absolument. Alex, tu connais le Japon un peu ou pas? J'y suis allé en mai. T'as été au Japon? Oui. Magnifique. Donc, vas-y, ça va vraiment être très C'est familier très pour marrant que tu toi. me parles de ça. Ça, c'est une synchronicité. Ouais. C'est incroyable. Je pense qu'on est très synchrones tous les deux. Je Hop pense là. que ce podcast va être intéressant. C'est clair. En fait, les Japonais ont une façon de penser qui est incroyable et je pense que certaines fois, les Occidentaux, les Orientaux, on doit s'inspirer d'eux. Il y a beaucoup Hmm. de choses qui sont vraiment très Alors là, intéressantes. tu vas ouvrir un volet qui va être très large. Ouais. Je sais de quoi tu vas me parler. Tu vas me parler de Takumi. On peut parler de Takumi, on peut parler de plein de choses, mais je vais te parler d'un truc encore plus spécifique, Vas-y. très spécifique même. La mentalité qu'ils ont, les Japonais, c'est de se dire, Je suis toujours un débutant, déjà, tu es toujours un débutant, tu n'as jamais terminé de te perfectionner toute en ta effet. vie. Je sais où Ok. tu vas m'amener. Ouais. J'ai deviné. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'ils disent exactement, c'est 75% de ta vie, tu la passes au travail. Mhm. D'accord? Il faut que tu puisses trouver dans ton boulot, dans ton travail, un 10% qui va te motiver tous les jours à te réveiller et à aller au boulot. Mhm. D'accord? Parce que si tu ne le trouves pas, tu vas être malheureux toute ta vie. C'est le pourquoi. C'est le pourquoi. Et un gars qui avait dit ça, c'est un gars qui s'appelle Jiro Ono. C'est un maître sushi super connu qui a ouvert un restaurant à étoilé Michelin. Mhm. Le gars, il est vraiment placé dans une station à Tokyo, une station de métro. J'ai lu son histoire, T'as vu son histoire? bien sûr. Parfait, trop content. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il te raconte, en fait, déjà, il parle de la perfection. Il a passé 3 ans simplement à juste travailler dans le riz. Imagine, il n'a pas touché le poisson avant de faire Mhm. du sushi. Imagine, 3 ans. Pour nous, c'est pas croyable. On a fait 5 ans pour être dentiste, tu vois. Donc, 3 ans juste pour perfectionner ça, avant même d'avoir la chance de pouvoir commencer à couper, justement, du poisson, d'accord? Et il te dit, justement, et franchement, tu sais, au début, quand tu l'écoutes, tu fais non, c'est trop pour moi. Mais il a raison, en quelque sorte, et il te dit, trouve ce 10% dans ton métier qui va te rendre heureux et qui va te permettre euh, tous les jours de te lever en étant motivé. Sinon, tu risques d'être misérable toute ta vie. Tu risques d'être misérable toute ta vie. Qu'est-ce que tu penses de cette idée?
C'est très marrant que tu parles de ça parce que c'est vraiment une synchronicité. Alors, donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une synchronicité, c'est un élément ou un événement qui va être très lié à l'aléatoire, qui va être très surprenant, mais qui va évoquer en fait dans la personne qui le reçoit une émotion forte. Et si tu veux, cette histoire sur ce fameux riz dont tu parles, je l'évoque quasiment toutes les 2, 3 semaines à quelqu'un. Et j'explique la façon suivante. Je dis, si quelqu'un considère que juste pour faire du riz, quelque chose de simple, c'est un plat basique, c'est de l'eau, de la température, peut-être un peu de sel, et un temps de cuisson, une qualité de riz. On doit mettre 3, 4, 5, 10 ans à se perfectionner dessus. Nous, en tant que praticiens, on travaille sur des choses beaucoup plus complexes. Et c'est ça, pour répondre à la question pourquoi j'ai choisi ça, c'est que moi, je suis plutôt un partisan de l'hyper-spécialisation. Alors, pas une hyper-spécialisation qui va être isolée, mais dans la parodontologie, c'est très vaste. Et en fait, moi, ce qui me plaît, c'est de fournir aux patients la meilleure performance possible. Et j'ai beaucoup progressé. Le message que je veux donner, c'est que même sur un niveau de qualification sortant, donc le permis de conduire, j'ai un post-graduate européen, etc. D'accord. Mais en sortant, on n'est qu'au début. Hein, et il faut continuer. Et pour ma part, j'ai persévéré dans ce perfectionnement de mon cabinet et j'ai structuré mon cabinet pour fournir la meilleure performance possible. Et ma performance de cette année est meilleure que celle d'il y a 3, 4 ans, parce que j'ai acheté mon cabinet il y a 3, 4 ans. Maintenant, si on revient sur ce fameux riz, je suis entièrement d'accord avec ça. L'idée, c'est de devenir un maître dans son domaine. C'est pas prétentieux de dire qu'on va jamais y arriver, on peut ne jamais y arriver, mais c'est la trajectoire. Moi, je veux être de plus en plus performant, de plus en plus habile, de plus en plus précis et sécure pour mes patients dans ma vie. Et ça, c'est une philosophie qu'on peut appliquer dans plein d'autres choses, de tout faire bien. Et en fait, l'autre versant de ce que disent tous les takomi, tous ces maîtres à penser, que ce soit dans l'aïkido, si on prend les japonais, dans plein d'arts que maîtrisent les japonais, c'est de se dire que ce n'est jamais assez, hein, et qu'on peut toujours progresser. Et ça, c'est un chemin qu'il faut suivre. Je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'on n'a jamais cessé de progresser, comme tu dis. Et la toute première fois quand j'ai entendu ça, c'était, j'avais vu un reportage sur un gars qui imprimait, si tu veux, c'est une imprimante manuelle en fait. Il utilisait, si tu veux, un système, des sortes de pierres sur lesquelles il y avait des dessins qui étaient gravés, Mhm. et il mettait une sorte de parchemin et il passait ses journées à imprimer ses dessins en mettant de l'encre sur la pierre. Il met le parchemin, puis il appuie dessus, et tu sens qu'il fait que ça. Et toi, tu le regardes, tu dis, mais c'est ça son métier. Et quand il te parle, quand il parle justement, il parle au journaliste, tu te prends une grosse claque parce qu'il dit littéralement, il te faut toute une vie pour te perfectionner. Et lui, il ne parle que de ça. C'est-à-dire qu'il ne te parle que de son métier à lui. C'est-à-dire que juste pour faire une impression, donc imprimer manuellement un document, d'accord, il est en train de te dire, moi j'ai passé toute ma vie, et le gars doit avoir déjà 60 ans. Et pourtant, il se perfectionne et se perfectionne encore. Aujourd'hui, on est dans un monde en anglais, on appelle ça instant gratification. C'est-à-dire que tu veux absolument avoir le retour de ce que tu fais maintenant. Oui. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que ça prend du temps. Ça prend de l'exercice, ça prend de la bouteille, comme on dit. Tu sais. Il y a beaucoup de choses à faire. Bah, dis-moi ce que tu en penses. Je peux rebondir sur ça. Euh, En effet, on est un peu une génération Amazon où on veut la livraison le lendemain et on veut avoir tout de suite un plaisir sur ce qu'on fait. Mais en fait, ça active, alors je ne connais pas exactement les zones cérébrales, mais ça active le plaisir immédiat. Et en fait, on devient vite addict à ce genre de choses. Et très vite, on a le versant dépressif de ces choses-là, parce qu'en fait, ce n'est pas possible d'être stimulé à ce niveau-là tous les jours. Hein. Quand on est sur une logique de long terme, où en fait, on cherche à appliquer son travail du mieux possible, en fait, on va être attentif à beaucoup de détails. On va prendre son temps. On va se dire, bah ça met du temps. Et on va acquérir des compétences qui vont nous ancrer en fait dans notre métier. En discutant de la façon, certains peut-être qui vont nous écouter vont penser que bah, en fait on travaille 7 jours sur 7 et qu'on ne pense qu'à notre travail. Mais en fait, c'est vraiment une bulle dans laquelle en fait on porte un habit, en fait on rentre dans un rôle et en fait on en sort quand on veut. Mais quand on est dedans, en fait on est à 100%. Et moi, j'ai beaucoup ralenti sur ces 2 dernières années en me disant maintenant, pourquoi je fais ça? C'est quoi le but? Hein. Une fois qu'on a tout ce qui est matériel, ou qu'on a ce qu'on a considéré qu'on voulait avoir, bah, en fait, il faut se dire, rappelle-toi Alexandra, ou rappelle-toi la personne qui est concernée, que ces choses-là, tu les as toujours voulues. Et maintenant, qu'est-ce que je fais quand je les ai? Et en fait, c'est pour ça que notre âge, nos âges à nous, parce qu'on a un peu autour des 40 ans tous les deux, moi un peu plus, toi un peu moins, bah, en fait, c'est des moments cruciaux dans la vie où on prend un virage, et notamment pour les... Alors, évidemment, c'est la même chose pour les femmes, mais pour les hommes, c'est parfois
un virage plus difficile, et c'est même décrit par, tu sais, je suis sûr que tu vas m'en parler de ce psychologue de Carl Jung, qui dit, voilà, avant 40 ans, on s'entraîne et la vie commence après 40 ans. Donc c'est normal que ces questions se posent, et le fait d'avoir ralenti, c'est pour, on va dire, profiter plus du voyage. Alex, un médecin Mhm. est dans l'obligation de soigner n'importe qui. Mhm. C'est le serment d'Hippocrate, d'accord? Même les dentistes, quand tu passes ton diplôme à la fin, tu prêtes serment et tu dis je me dois et je suis dans l'obligation de prendre en charge n'importe qui, Soit. d'accord? Est-ce que tu te tires une balle dans le pied en prenant en charge n'importe qui, en soignant n'importe qui, en acceptant n'importe qui? J'ai une réponse pour ça, qui peut être un peu clivante, mais qui est personnelle et argumentée, et j'assume complètement. Techniquement, tu parles de médecin. Donc, ce qui va venir à l'idée de ces gens-là, enfin des gens qui vont nous écouter, c'est l'urgence vitale. On pense tous à un épisode de Grey's où c'est un meurtrier qui arrive, ou voilà, peu importe, et il est blessé, on doit le sauver. Ça, c'est pas notre situation. Ils font l'urgence, ils font ce qu'il y a à faire. Soit. Mais dans le contexte le nôtre, la dentisterie, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Euh, il y a une sélection naturelle qui se fait des patients sur des critères simples. Et en fait, ce qui est important, pour bien le comprendre, c'est qu'en fait, le critère ne doit pas être discriminant. Hein. Quand on lit un peu le code de déontologie, on ne doit pas refuser quelqu'un par rapport à son appartenance raciale, sa couleur de peau, ses convictions religieuses, etc. Mais moi, j'ai un élément clé, hein, et qui permet de filtrer et de me retrouver avec les patients qui me ressemblent, c'est le temps, c'est la ponctualité. La ponctualité, c'est un élément qui n'est pas discriminant pour autant que tel, hein, qui est simple à respecter. Et très souvent, pour moi, dans mon activité, j'ai remarqué que les gens qui respectaient en fait mon agenda ont aussi une mentale, des valeurs qui me correspondent, et je me retrouve avec des patients qui me ressemblent, et je n'ai jamais de soucis. Hein. Même des patients qui sont un petit peu hors de parcours, hors de champ, on recalibre un petit peu, on met à plat, on parle d'homme à homme, on dit les choses clairement. Ça ne convient pas parce que ça désorganise mon cabinet. Je ne peux pas continuer. Si vous ne pouvez pas respecter ces règles, on arrête. Basta, c'est un discours franc. Les gens acceptent cela. C'est tout. D'accord. C'est ma Donc, réponse. c'est ça, je comprends. Donc, en fait, il y a une sélection naturelle qui se fait des patients et toi, tu la sélectionnes, enfin, tu sélectionnes tes Oui, patients en oui. fonction de s'ils sont Et sur rien ponctuels. d'autre. Sur rien Sur d'autre. rien d'autre. Ouais, Hein. fair enough. C'est... Sur rien d'autre. Aucun autre élément. Même s'il n'y a pas la compréhension, que je dois parler doucement, que je dois expliquer les choses, que je dois avoir un interprète, que les personnes ont du mal à payer, qu'ils prennent le temps, ça ne rentre pas en compte. Si la personne a envie d'être soignée, qui respecte mes règles, je la prends les bras ouverts. Mm. Ça, c'est quelque chose que enfin, les patients ne voient pas d'emblée, mais c'est vrai que, excuse-moi, ta patientèle te ressemble et Oui. généralement, j'ai remarqué que la moyenne, ça prend 3 ans à peu près pour Mhm. que, quand tu bosses dans un endroit fixe, je parle, ça te prend à peu près 3 ans pour que euh, ta patientèle te ressemble. Et finalement, quand ta patientèle te ressemble, s'ils sont ponctuels par exemple, eh bien, ça va toi-même te mettre en... Tu as plus de confort quand tu les Bien soignes, sûr. d'accord? Tu es moins stressé et tu as moins de risques de burn-out, de tout ça. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Et je Oui. pense qu'il faut que tu te protèges aussi parce qu'il faut que tu fasses bien ton métier aussi. Et puis c'est simple. C'est un élément fédérateur pour moi au niveau du cabinet. Mm. C'est une des valeurs Mais après, de ça découle le respect de mon activité, le respect du temps du patient. Les personnes payent pour avoir un acte ou des soins qui ont besoin, qui sont calibrés sur un temps. Parce que sur la parodontologie, les praticiens souvent n'aiment pas le faire, ça prend trop de temps. Euh, c'est angoissant parce que les résultats semblent parfois aléatoires quand on entend ce que les gens disent. Euh, mais ils payent pour avoir ce temps. S'ils réduisent le temps, je ne peux pas être aussi performant. Donc, ce n'est pas possible. Hein. Donc, c'est un respect mutuel. Et ça, c'est un élément que j'ai mis en place très tôt, qui était pas difficile, mais ça s'est auto-filtré. Hein. Et ça, je recommande à quiconque. Alors, toujours les gens disent oui, mais moi, je ne peux pas, parce que si, parce que ça, parce que chacun peut se voiler la face. Hein, mais si on fait respecter son agenda, on a un pilier très fort et on a du temps pour discuter avec les gens, rendre les choses plus souples, hein, écouter un peu de musique, poser une question. C'est comme ça que je veux travailler. Est-ce que tu es perfectionniste? Évidemment, hein, évidemment, ça rejoint la philosophie du travail dont on parlait par rapport au Japon. Je suis allé en mai, entre autres, pour chercher des choses de ce type parce que j'aime en fait cette philosophie-là de donner aux clients ou aux patients la satisfaction personnelle, mais que ça passe par un souci qui vient de soi-même. Hein. Et vu que je le pratique moi-même, je le perçois. J'y suis sensible. Le perfectionnisme tue. C'est ça qu'on m'avait dit un jour. C'est Non. quoi? Tu penses quoi de ça?
Non, il faut fixer une limite, hein. Il peut y avoir des spirales dans lesquelles on peut être un petit peu enfermé, surtout quand on manque de confiance en soi. Alors si je développe un petit peu ça, c'est que le perfectionnisme tout seul, ça n'a pas de sens, hein. La pratique répétée va donner la dextérité ou de l'habitude. Mais il faut se faire aider, il faut se faire guider, hein. Demain, si je veux devenir maître sushi, bah, je vais devoir partir au Japon, trouver un petit appartement, je sais pas, laver les assiettes pendant un an, faire le riz pendant 3-4, et je vais y arriver. Je pense que la fragilité peut venir déjà de l'ambition qu'on se fixe initialement et du temps qu'on se donne pour, hein. Donc, je pense que tout est possible, hein. Si on veut être bon dans un domaine, il suffit juste de donner le temps, d'être bien encadré et juste de se concentrer dessus, hein. Euh, pour moi, c'est trop facile de dire oui, j'ai fait un burn-out, j'ai été fragilisé parce que j'ai voulu faire trop bien. Hmm. Non, je ne suis pas d'accord, hein. Euh, si je continue encore un instant, Roméo, je ne viens pas de nulle part, hein. Ce n'est pas ma formation uniquement hospitalière, universitaire qui m'a construit comme je suis aujourd'hui en face de toi. Il y a eu énormément de lecture, il y a eu des échecs, il y a eu des frustrations, il y a eu des déceptions, il y a eu des croyances qui étaient erronées. Et ce qui m'a fait le plus de bien, la vérité, c'est que j'ai écouté peut-être 100 ou 200 podcasts d'un mec qui s'appelle Gary Takacs, qui est aux États-Unis. Et en fait, au début, on ne comprend pas bien, nous, les Français, parce que nous, ici, on est centré sur nous-mêmes, hein. Le cabinet, c'est on rentre dans la boîte crânienne du praticien où l'ego est le chef, hein. L'ego, il faut le tuer. L'ego ne compte pas, hein. Ce qui compte, c'est le résultat. Et quand tu écoutes, tu connais très bien, toi, tu travailles au Canada, les Américains, ils disent, ce qui est choquant pour nous, c'est oui, on veut faire un cabinet à $1 million de chiffre d'affaires. Et nous, on comprend parce que par rapport à l'argent, on est un peu particulier. Et on comprend au bout du 20e, 30e, 40e podcast que pour eux, le praticien n'est pas l'élément le plus important. Le plus important, c'est le front desk, l'accueil. Ce qui est important, c'est la structure. Est-ce que j'ai assez de salles? Est-ce que j'ai les hygiénistes? Est-ce que j'ai le cabinet? Est-ce que mon flux est bien fait? Est-ce que ma structure est assez grande? Est-ce que je fais bien? Alors, ils ont le droit de faire la publicité. Est-ce que mon site est bien? Est-ce qu'il est attractif? Est-ce que machin, etc. Le praticien arrive en dernier. Pas parce que le praticien n'est pas important. Attention, qu'on ne se comprend pas, qu'on se comprenne bien. C'est parce que le praticien, on conçoit d'emblée qu'il est au top. Tu veux que je te dise un truc? Vas-y. Il arrive tellement en dernier qu'il t'appelle même pas docteur. Voilà, tu vois, ça, je ne savais pas. C'est-à-dire que, ouais, toi, par exemple, si tu travailles au Canada ou aux États-Unis, ils vont t'appeler Dr. Alex, par exemple, ou Alex. Mm. Ok. Mais tu vas pas le prendre mal parce que tu sais et tu pars déjà d'emblée dans la tête en disant le but, c'est pas moi. Non, c'est Moi, la je vais structure. juste. C'est la structure à 100%. Et tout est fait dans un cabinet dentaire là-bas pour que toutes les hygiénistes, comme tu l'as dit, il n'y en a Oui. pas en France, mais c'est celles qui font les Bien détartrages, sûr. soient à l'aise, confortables. Et tout est déjà préparé à l'avance. Alex, quand tu vas faire un. Comment ça fonctionne, juste pour te donner une idée, je sais pas Non, mais si j'imagine très bien. Ouais. Le patient vient pour faire un détartrage, tu ne fais pas de détartrage, et en fait, tu vas venir faire l'examen, et en fait, le patient est déjà en confiance, l'hygiéniste a tout fait pour le mettre en confiance. Toi, tu viens juste venir et poser ton plan de traitement. Pour revenir sur ça, c'est que quand tu dis que le perfectionnisme tue, en effet, il peut tuer par rapport à ce risque de burn-out que tu évoques, parce qu'après le burn-out, on va vite sur la case, on va dire le mot suicide, hein. Quand on n'est pas préparé, quand on est seul. Et tout à quand je dis quand on est seul, c'est que la structure, c'est ça l'armure en fait en question. Et en fait, le meilleur praticien du monde, s'il est mal installé, ne sera pas le meilleur praticien du monde, il ne pourra pas être performant. Donc c'est un peu dur à entendre, mais la structure est essentielle et s'organiser. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, ce qui est Instagram, par le biais auquel tu m'as contacté, en fait, je parlais bien des trois, les quatre plutôt. Et les trois professionnels sont extrêmement importants. Est-ce que le burn-out... En fait, le burn-out, c'est un sujet qui est assez particulier, on n'en parle pas, c'est assez tabou, etc. 100%. Est-ce qu'il faudrait en parler plus aujourd'hui dans la société, parce que ça touche tous les métiers? Et burn-out signifie fragilité, signifie il n'est pas capable d'endurer tant de choses. On se met nous-mêmes dans un burn-out. Oui. Et je trouve qu'il y a quelque chose que tu as expliqué qui est assez intéressant. Tu as 4 piliers, et si les 4 piliers, tu les respectes, bah, tu as beaucoup moins de chances de tomber dans le burn-out. Tu peux nous faire un résumé rapide de ces 4 piliers, les 3 externes et les 3 internes et oui, un externe. On va faire ça rapidement. Et puis après, ce qui est intéressant, ce sera de parler surtout de ce que j'ai fait avant de sortir ça et de ce qui s'est passé après. Go. Sur les piliers internes, on les a déjà un petit peu abordés au début, c'est les piliers internes au travail, hein. Le premier, c'est de définir son pourquoi, hein. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me suis installé en province? Pourquoi je me suis installé au bord de la mer? Pourquoi j'ai ouvert un centre dentaire? Pourquoi je me suis spécialisé? Pourquoi j'aime faire ça, etc., etc.
Ça, c'est essentiel. Ça donne un sens au travail, ça vous permet en fait de durer dans le temps. Le deuxième, c'est le respect de l'agenda. Donc, on revient à ce qu'on avait déjà évoqué. Pour moi, c'est essentiel, hein. N'importe quel praticien qui nous entend aujourd'hui ou n'importe quel même salarié, employé, peu importe, quand son agenda est perturbé, quand il y a un rendez-vous en plus, quand on voit qu'on a un rendez-vous avec quelqu'un qui ne nous amène pas forcément de bonnes ondes, ben, on n'est pas bien. Donc, ça crée beaucoup de stress, les retards notamment. Tout le monde, que ce soit que des patients nous écoutent, des praticiens, on sait que les retards créent beaucoup de stress. Ça, il faut éliminer. Ensuite, le troisième et dernier professionnel, c'est l'équipe professionnelle qui vous entoure. Mais ça peut être, on va dire, les assistants, tout le personnel, mais ça peut être aussi vos associés ou des collaborateurs, hein. Pour les praticiens qui nous écoutent, vous avez tous une idée en tête, vous dire ah, bon, le cabinet est très bien, mais je ne m'entends pas très bien avec celui-là, ou l'assistant ne va pas, etc. Donc, quand on arrive à résoudre tous ces problèmes-là, bon, on a une structure qui est vouée à notre réussite. Il faut imaginer ça comme une écurie de course, comme en Formule 1, hein. Vous pouvez avoir tout, mais si vous n'avez pas le bon mécano, ça ne marche pas. Si vous avez tout, mais que la voiture est mauvaise, ça ne marche pas. Il faut réussir à tout réunir. C'est difficile, ça met du temps, mais on n'a pas d'excuses, hein. Pour moi, bien sûr qu'il y a des praticiens qui travaillent ensemble dans des structures, mais que ce soit ensemble ou dans une activité qui est individuelle, solitaire, comme la mienne, en fait, on a tous les éléments en main pour actionner les choses et sur plus ou moins moyen, court terme, avoir la structure idéale, hein. Pour moi, c'est une notion de structure idéale, elle est essentielle. Et bien sûr, le dernier pilier, c'est un pilier que j'appelle externe. C'est les gens vont penser à leur famille, une passion, un hobby, ce qui va permettre d'avoir en fait un décalage, d'avoir en fait une vue de plus haut par rapport au travail et de le réduire à ce qu'il est. Le travail est là pour nous faire plaisir parce qu'on passe beaucoup de temps au travail, mais doit rester une activité qu'on peut isoler de sa vraie vie. Ça, c'est extrêmement important. Très intéressant. Et je pense que ces 4 piliers peuvent être, si tu veux, utilisés dans n'importe quel métier, Oui, bien sûr. clairement. D'accord? Ça peut être de dentiste à, je sais pas, ingénieur, à caissière, à assistant technique, peu importe. Je pense que ces 4 piliers sont à respecter. Si tu les respectes, tu as beaucoup moins de chances de tomber dans un burn-out. Ça peut être universel. Je t'avoue que quand je l'ai pensé strictement dans notre activité. Mais si tu peux l'appliquer. J'ai essayé Voilà. de l'appliquer et ça s'applique. En plus, ça, c'était complètement intuitif, hein, c'est des Ouais. idées que j'ai eues spontanément. Et ce qui m'a beaucoup plu en fait dans cette réflexion-là, c'est que j'ai pas voulu la garder pour moi, hein. J'ai beaucoup hésité à faire la vidéo, vraiment. Pourquoi? L'ego, hein, je pensais que c'était faux, je pensais que la structure n'était pas bonne, parce que j'avais pas de légitimité. Tu sais, nous, en fait, on nous forme, enfin nous, tous les deux, à être fondés sur la preuve. Il faut qu'il y ait la littérature. En fait, on n'a pas le droit de parler tant qu'on n'est pas expert. Et là, c'était très intéressant pour moi de sortir de cette zone de confort où je n'ai pas d'expertise, où je n'ai pas de légitimité. Et en fait, je me suis servi de tous ces bouquins de développement personnel que j'ai lus en me disant, bah, les gars n'ont pas de référence, alors pourquoi pas. Et ce qui m'a plu aussi, et ce qui est l'argument fatal pour aborder ça et d'être sûr de moi, c'est que personne ne sait quand quelqu'un rentre en burn-out et personne ne sait quand la personne sort du burn-out. Donc si personne ne connaît ni l'entrée ni la sortie du labyrinthe, on est tous dans le noir. D'accord ? Donc je peux en parler librement. Je vais te parler de quelque chose qui est, je pense que tout le monde y pense, mais personne ne le fait. Est-ce que tu as déjà pensé, tu sais, tu as fait des études pour faire un métier. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé quitter ton métier, changer complètement de vie, changer de pays, changer de job, te dire, ben, écoute, j'ai une vie et j'ai pas envie de faire que ça. Je pense que beaucoup de monde y pense, même, Ouais. mais n'en parle pas, parce que si tu en parles, c'est un signe dans la société d'échec. Il est pas bon dans ce qu'il fait. C'est pour l'ego, ça ça. qu'il change. Ça, c'est l'ego, C'est bien toujours sûr. l'ego. L'ego ça ne sert à rien. L'ego ne fait que te Ce qui compte, c'est le résultat. Bah ouais, ce qui compte, L'ego c'est n'est le pas résultat. ce qui compte, c'est le résultat. De ça, et en plus de ça, simplement, on s'en fout du regard des autres. Tu sais, c'est Jean-Paul Sartre qui disait l'enfer, c'est les autres, littéralement. Mais on s'en fout, en fait. Qu'est-ce que les autres vont penser, tu sais. Alors, L'essentiel, c'est que toi, tu sois heureux. si je reformule ta question, c'est la question un peu de la fuite, hein, par rapport à sa réalité. Alors là, on va rester sur Jean-Paul Sartre, hein. Il y a un livre que tout le monde devrait lire, hein. Il fait moins de 100 pages. Il y a une approche un peu philosophique dessus, mais en fait, il y a des conseils très, on va dire, terre à terre, et qu'on peut appliquer dans sa vie de tous les jours. Alors c'est un titre qui est un peu difficile, c'est L'existentialisme est un humanisme. Tout le monde doit le lire. Et en fait, ça nous remet dans une position de pouvoir, hein. On est créateur, hein. On a deux mains, on a un cerveau, on a des pieds. On a l'essence pour faire ce qu'on veut, on est acteur pour moi. Et donc, ces personnes qui envisagent de partir, de changer d'activité, on parle beaucoup, tu sais, on en parlait pendant le Covid, c'est quand on change de métier, on se reconvertit, de reconversion professionnelle. Je ne mets pas toutes les personnes dans ce lot-là, hein.
quand je parle de fuite, j'évoque pas de lâcheté, hein. Il y a des personnes qui ont quitté la France. Par exemple, au Japon, j'ai rencontré un pâtissier excellent, hein, qui est parti au Japon il y a 20 ans. Mais cette personne-là a senti que la France n'était pas son terrain de jeu. Il s'est senti ailleurs. Donc il faut être un peu éveillé. Et ces gens-là, souvent, ont eu d'énormes difficultés pour réussir aujourd'hui dans une réussite complète, hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut bien être conscient et attentif à ce qu'on a déjà en face de soi, hein. Est-ce qu'on sacrifie tout? Est-ce qu'on se sabote, hein? Est-ce qu'on n'est pas en train de se saboter Très important. sous le regard de l'ego, hein? Donc, le message est difficile à donner, hein. C'est au cas par cas, tu l'as compris. Mais pour nous, les dentistes, il y a beaucoup de praticiens qu'on connaît, hein, qui ont une activité principale et qui ont une activité de passion à côté. Moi, je connais un peintre, des photographes, il y a des humoristes, dentistes, etc. Donc ça, c'est parfois des gens qui ont dans leur vie en fait une voie secondaire qui est forte et ils doivent l'emprunter aussi. On ne parle pas de ça. Ta question, je l'ai plus compris dans l'abandon, en mode ça c'est un échec, je passe à autre chose. Dans ma conception de ma vie, et là c'est personnel, je considère que je ne me trompe pas. Voilà. C'est mon chemin et c'est par là que je dois passer. Je devais avoir mon cabinet, je devais réussir, c'était mon but. Et quand je te dis tout à l'heure, il est important de prendre conscience de ce qu'on a maintenant, c'est ce qu'on a voulu il y a 15 ou 20 ans quand on était sur les bancs du lycée, qu'on rêvait d'avoir le bac et de passer P1. Et j'ai bien défini mon rêve au début. Et ce qui est important pour tout le monde, c'est d'avoir l'éveil ou la prise de conscience de ce qu'on veut tôt dans la vie pour atteindre son objectif. Cette personne au Japon, il s'appelle Jérôme, il savait qu'il allait et qu'il devait réussir au Japon. C'était son pays, hein. Et ça, c'est dur d'avoir cet éveil. Quand on ne sait pas trop ce qu'on veut et qu'on va un peu à gauche, à droite, on a plus de chances de vouloir mal les choses. Il faut bien vouloir. Et ça, c'est un travail que chacun doit faire et ça s'appelle une analyse introspective. Exact. Et en fait, ça a un nom, en fait. Ça porte un nom, ça s'appelle l'autosabotage. Oui, on a parlé, tu vois, je l'ai sorti tout seul. C'est ça, c'est Oui. l'autosabotage, c'est littéralement, et il y a beaucoup de discussions qui sont faites. L'autosabotage, il faut faire la différence entre l'autosabotage et changer complètement de carrière. Quand tu veux changer de carrière parce que clairement, tu n'es pas dans la bonne carrière, là, tu le sais dès le début, comme tu l'as dit. Il y a une intuition. Il y a une intuition. Il faut tu le sais. s'écouter. Et comme justement ton ami Jérôme que tu as rencontré, l'autosabotage, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans que je travaille sur quelque chose, mais je sais pas, j'arrive pas à accomplir ce que je veux. Donc tu sais quoi, je vais abandonner. Mais en fait, tu te dis pas je vais abandonner, tu te le dis pas, mais en fait, tu es en train d'abandonner. Et tu es en train de saboter tout ce que tu as créé. Et ça encore, ça rejoint cette mentalité de je veux que tout arrive maintenant, je veux que les résultats arrivent maintenant. Et les réseaux sociaux, c'est top, mais ça peut être très désavantageux, surtout quand tu commences à te comparer, quand tu commences à dire Ouais. ah, mais attends, mais on a commencé en même temps, moi et ce type, mais regarde où ce qu'il est, regarde où je suis. Donc ça veut dire que peut-être c'est pas pour moi. Non, c'est pas ça du tout. En fait, si tu te dis ça, tu es en train d'auto-saboter tout ce que tu as fait, tout ce que tu as bâti. Donc c'est assez particulier, il faut surtout pas tomber dans ce piège, je pense, parce que beaucoup de monde, et c'est surtout ça, tu l'as dit, on se perd, on ne sait plus. Ça, c'est... Il faut dire une chose qui est importante, c'est que nous, on a été sélectionnés de façon très sèche, hein, avec le P1. Techniquement, on a tous des mentales forts, hein. Ce concours de PCEM1 à l'époque, maintenant s'appelle PACES, etc. Donc, parfois, peut-être qu'on part en se disant on va tout casser, hein, rien ne peut nous atteindre. Mais d'un autre côté, je pense qu'on n'a aucune formation, on va dire, psychologique. Hein. On ne sait pas comment ça fonctionne. Parce que quand tu auditionnes et que tu écoutes tous nos amis, tous les gens qui nous entourent, tous ont des réussites scolaires, par exemple. Tous ont l'habitude des bonnes notes. Et en fait, il y a quelque part une fragilisation aussi dans cette élite qui pense que rien ne peut leur arriver. Et quand arrivent des choses de la vie, un incident, une santé, pour nous, quand on arrive à 35, 40 ans, souvent parfois c'est le divorce qui arrive, hein. C'est les éléments auxquels on n'est pas prêt, peu importe les notes qu'on a eues dans la vie, peu importe la réussite professionnelle. Vous pouvez être sur le toit du monde, regardez toutes les plus grandes fortunes du monde, divorce aussi. Donc, moi je pense que c'est très important de lire un peu hors de dentaire, développement personnel, des trucs sur le succès, des trucs sur le mental, pour savoir comment on est fabriqué, où sont nos faiblesses, où sont nos forces. Et sur l'histoire de la comparaison, c'est très dur de ne pas envier, mais
dans ma génération, un peu en dessous, un peu au-dessus, il y a des gars qui ont fondé des empires avec des centres dentaires et leur patrimoine, c'est des millions. D'accord. Mais ça, c'est des outliers, c'est des gens qui sont en dehors de la courbe. Il y a toujours au-dessus, il y aura toujours quelqu'un qui aura une plus grosse voiture, une plus grosse piscine, plus de choses. Mais ce n'est pas important. Hein. Pour moi, ce n'est pas important. Ce qui est très important, et ce qu'on apprend dans ces bouquins, dans cette réflexion que j'ai eue, c'est qu'il faut se comparer à soi-même. Il faut se comparer au soi-même de l'année dernière ou d'il y a 3 ans. À 100%. Je suis d'accord avec toi. Enfin, ces réseaux sociaux mettent en évidence des réussites, mais on ne voit que ce qu'ils montrent. On ne voit que ce qu'ils montrent. Hein. Moi, personnellement, je sais très bien que j'aurais été heureux, peu importe comment. Bien sûr que cette réussite professionnelle, c'est un élément, on va dire, de structure par rapport à moi, c'est ce que je voulais et c'est ce que je devais faire. C'était mon destin, c'était mon futur, mais mon meilleur futur. Mais s'il fallait que je fasse n'importe quel métier pour nourrir mes enfants, je l'aurais fait sans jamais me poser la question de savoir est-ce que je suis heureux ou pas, parce que j'aurais été heureux dans cette réalisation-là. Oui, c'est un gouffre. Mais tu vois, ça, on parle d'ancrage. Hein. Pour les jeunes praticiens ou pour n'importe, il faut trouver son ancrage fort. Qu'est-ce qui nous ancre? C'est exactement ça. C'est intéressant que tu parles de ça parce que, bon, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer du tout. On a posé la question un jour à Donald Trump. Oui. On lui a demandé, on lui a dit, comment vous faites pour ne pas devenir fou, pour ne pas rentrer en dépression? Vous avez des banques qui vous poursuivent. Vous avez sur votre dos des procès. Vous avez des dettes immenses derrière vous. C'est quand il y a eu le scandale avec les casinos aux États-Unis qu'il avait fait, les hôtels, etc. Il leur a répondu un truc très simple, vraiment. Il leur a dit, écoutez, moi, l'essentiel chez moi, dès que j'ai quelque chose enfin, qui me dérange ou quelque chose qui me stresse, je regarde ma famille et je dis, OK, ma famille sont en santé, je suis en santé, ça va, le reste vient juste après. Je m'en fous. Il lui dit, oui, mais vous risquez la prison. Je m'en fous, je suis en santé, je recommence. Ouais. Et en fait, il faut avoir vraiment un mental d'acier trop solide. Trop solide. Ouais. Tu sais, ça, tu peux pas dormir la nuit. C'est des millions et des milliards même de dettes. Moi, j'ai des images pour ça, hein, pour que ce soit simple à comprendre. Souvent, les problèmes, c'est un sac de pierres qu'on porte sur le dos. Il suffit que de le poser. Bien sûr, ça nécessite une réflexion et savoir inverser en fait les tendances. Mais c'est pas la tendance vers le je m'en foutisme de se dire bon bah mon patron m'appelle pour que je finisse un dossier, bah, je m'en fous, je le fais pas. C'est pas ça. C'est juste se dire que ce que tu évoques et ce qu'évoque Donald Trump, c'est quoi son essentiel? C'est quoi son essentiel? C'est quoi le truc, si on lui prend, ça commence à le déranger? Et ça, c'est important pour chaque personne de définir c'est quoi son minimum de bonheur. Et là, on va arriver sur la quête du sens de la vie ou la quête du bonheur. Et ça, c'est une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui me rend heureux? En fin de compte, c'est ça qu'il a répondu. En fait, lui, ce qui le rend heureux, tu enlèves tout son patrimoine, tout son argent, son nom, son image, sa réputation. Du moment qu'il rentre chez lui, il a sa femme et ses enfants, ça suffit. Chacun doit définir dans sa vie c'est quoi son minimum vital. Et entre nous, un conseil, il faut que ce soit interne, pas externe. Il ne faut pas se dire, moi je suis heureux parce que j'ai telle possession, ou je suis heureux parce que je suis avec telle personne. Il faut se dire, je suis heureux tout seul. Tout seul. Ces sensations, pour moi c'est comme ça. Là, bien sûr, j'ai des enfants, évidemment, mais dans la base, le niveau d'en dessous, encore plus profond, se dire, voilà, ça je l'ai réussi, personne ne peut me le prendre. Une paix intérieure? Ouais. Moi, la définition du bonheur est tellement interne qu'en fait, elle subit aucune variation. Il y a des choses qu'on peut me prendre. Il y a du divin dans ça? Tu veux dire la foi? Moi, je ne suis pas croyant, hein, pas religieux, on va dire plutôt, mais tu m'amènes dans un terrain où on va beaucoup parler. Dernièrement, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui est ésotérisme et tout ce qui est éveil, tout ce qui est un peu vibration supérieure, etc. J'ai fait des petits voyages initiatiques. J'ai dans ma famille des gens qui sont un peu connectés par rapport à tout ça. Moi, je crois qu'on est acteur. C'est qu'on peut changer son futur. Hein. Il y a des forces qui sont supérieures. Hein. La notion, par exemple, du Dieu unique me gêne un petit peu. Hein. Dans des religions, on va dire, millénaires, on est plutôt sur plusieurs dieux. Mais je pense qu'à son échelle, sur les choix qu'on fait, sur la conviction qu'on a, sur l'énergie mentale, la force, les messages qu'on va avoir dans le futur, on va pouvoir activer des choses auxquelles on ne pourra pas avoir accès normalement. J'ai cette image en fait d'une quête que, comme dans un jeu vidéo,
on va être un personnage et on va avoir des quêtes qui vont s'activer. Et on peut toujours être dans le confort, sur des vies de basse vibration, et ne jamais avoir ce qu'on veut, tomber dans le burn-out, toujours, ah, j'aurais bien aimé faire ça, ou à la retraite, j'irai ici. Mais on peut aussi se dire, non, moi je veux ça, hein. Et pour ma part, c'était ce métier, cette vie. Je veux atteindre ça, je suis capable d'obtenir ce que je veux dans la vie. Ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de conviction, un peu de folie aussi. Mais quand on active et qu'on fait ce qu'il faut pour activer ses quêtes, on obtient son futur réalisé, on va dire. Donc oui, tout ce qui est un petit peu, pas paranormal, mais tout ce qui est un petit peu incompréhensible ou non décrit ou non prouvé, ça m'attire plutôt. C'est drôle parce que, excuse-moi, euh, beaucoup de philosophes qui ont toujours nié, là c'est encore un autre sujet, aucun rapport, mais beaucoup de philosophes qui ont nié l'existence d'un être supérieur pendant toute leur vie euh, sont arrivés sur leur lit de mort et souvent, c'est souvent le cas, et même Einstein, hein, il l'a pas dit directement, mais il l'a dit d'une manière assez, c'était une métaphore, ils l'ont dit, bon finalement, tu crois en Dieu, tu crois en quelque chose. Einstein était complètement pas croyant du tout. Et il a répondu quelque chose d'assez intéressant. Il a dit croire que tout ça soit dû au hasard, ce serait comme si tu devais croire que lors d'une explosion d'une librairie, euh, tous les caractères, donc toutes les lettres de chaque livre retomberaient dans un ordre alphabétique. Ce qui est complètement impossible. D'accord ? C'est tiré par les cheveux sa façon de faire. Mais c'était sa façon de dire non. Ce n'est pas dû au hasard. Parce qu'il est Non. devenu fou avec la théorie de la relativité. Ouais. Il a commencé à analyser, il a découvert les trous noirs, et il s'est dit, mais c'est pas possible tout ça. Il y a deux choses en fait dans ce que tu dis. La première, c'est il y a décrit en fait scientifiquement ce qu'on appelle une lucidité juste avant le décès, hein, où même des gens, on va dire, qui n'ont pas le QI d'Einstein vont avoir d'un coup une logorée particulière, des phrases qui vont dire, qui vont sortir de leur champ à eux. L'autre chose, euh, quand tu évoques cette lucidité ou cette foi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, et je suis en train de lire un bouquin sur ça, le hasard n'existe pas, hein. C'est parfois difficile de l'extraire, hein, mais il y a des signes. Mais ce qui est important pour moi dans tout ça, indépendamment de la croyance en une entité supérieure, hein, j'invite à tout le monde, par exemple, sur le temps, hein. Le temps, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai beaucoup écouté et vu de vidéos sur Philippe Guillemant, par exemple. Ces futurs probables, ces futurs qui s'activent par rapport à ce qu'on va faire dans le présent. Il y a par exemple des notions de rétrocausalité. La rétrocausalité, c'est que tu vas vouloir aujourd'hui, par exemple, devenir dentiste. Donc, imagine-nous, quand on avait 15 ans, on voulait faire ce métier-là. On envoyait des signaux dans le futur et on s'est préparé. On s'est dit, bah voilà, on va réviser, travailler. Et ce futur peut s'activer. Et si on fait ce qu'il faut dans le temps et qu'on veut vraiment cette chose, souvent ça s'active. La rétrocausalité, parfois, peut aller aussi dans le passé. C'est que, par exemple, on peut comprendre. Donc, tu as compris, le présent peut modifier le futur. Le futur t'envoie des signaux et ton présent change parce que tu prends un autre embranchement. Comme sur un GPS, tu changes de route. Mais tu peux aussi changer ton passé parce que tu peux, dans un présent, apprendre un élément inconnu de ta connaissance à ton âge et comprendre pourquoi, quand tu étais plus jeune, il y avait ça dans ta famille ou il y avait tel ou tel élément. Et si on revient à cette notion de hasard, je suis convaincu que ça n'existe pas. Alors, est-ce qu'il y a une entité, une énergie qui te modifie ? Pourquoi pas ? Ça ne me pose pas de problème. Il y a par exemple la notion d'ange. Si on reste un peu dans la thématique religieuse, il y a beaucoup de personnes qui ont entendu des anges, entendu des voix, etc. Moi, j'aime bien la notion de double quantique. C'est qu'en fait, c'est un toi à toi. Le quantique, pour faire simple, le quantique, c'est que, pour comprendre le plus rapidement possible, c'est que c'est l'observateur qui va fixer l'élément observé. En gros, c'est qu'il y a des milliers, des milliards de possibilités, et en fait, c'est l'observateur qui va influer le résultat. Si on change d'observateur, l'élément observé ne sera pas au même endroit. Donc, il faut imaginer une petite bille qui va bouger dans l'espace et dans le temps, et quand on observe, elle va être à un endroit donné. Donc, il y a une expérience qui a été faite. Ouais, c'est Charles Schrödinger. Ouais. Mais pour moi, la notion que j'aime bien, c'est la notion de double quantique, c'est qu'on a chacun un soi-même qui est sur une autre vitesse, une autre dimension, une autre temporalité. Et en fait, on va pouvoir l'envoyer dans le futur et capter des informations et qui va pouvoir nous les envoyer au temps présent ou l'envoyer dans le passé. Et en fait, parfois aussi arrive que les choses s'alignent, hein, et qu'on est aligné par rapport à son double. Et par exemple, aujourd'hui, on a insisté tous les deux à une synchronicité parce que tu m'as parlé du Japon, par exemple. Tu vois, et si tu veux savoir, tu m'as même dit des phrases que je dis moi-même, hein. Et ça, c'est étonnant. Alors, on ne s'est même pas parlé avant. On ne s'est pas vu pendant 12, 13, 15 ans. Et on s'est parlé il y a un mois à peine pour ce podcast.
On ne s'est Donc même ça, pas c'est une parlé des synchronicité sujets. forte. Et ça, c'est l'exemple même qu'il n'y a pas de hasard. Ouais. Ouais. Mais c'est intéressant tout ça. T'as déjà lu la Bible un peu ou pas? Non. Ok. Pourquoi je te dis ça, Alex? Parce que j'ai plongé dedans. Tu sais, on va pas parler de religion là et tout, mais Non. ce que Mais tu si on viens de en parle, dire, c'est qu'on a besoin d'en parler. Pardon. ouais, parce que tu l'as poussé en fait. Et à un moment donné, tu sais, j'ai lu les évangiles, j'avais jamais lu. Et à un moment donné, il y a quelque chose dans l'évangile qui est dit, qui rejoint littéralement ce côté scientifique que tu as développé, tu sais. Lorsque tu as un regard extérieur, tu peux influencer Bien sûr. quelque chose, tu Bien vois. sûr. Et l'expérience qui avait été faite, c'est lorsque tu regardes quelque chose, ils avaient envoyé des électrons, si tu veux. Bon, on va résumer ça, mais ils envoient des électrons, il y a une fente, et ils essaient de regarder de l'autre côté, il y a combien d'électrons qui ont frappé le papier, d'accord? Et quand la caméra seule filme, eh ben, tu vas avoir une raie parce que tu as juste une fente et ça va donner, si tu veux, une sorte de trait. Et quand, en fait, tu as un observateur, donc quelqu'un qui observe, pas la caméra, toi qui regarde pendant que la caméra filme, Ouais. ce n'est plus une C'est pas la raie. même chose. C'est pas la même chose. C'est quand même assez C'est incroyable. quantique. Ouais. Complètement. Et il y a un autre truc aussi, c'est similaire. Un Japonais a fait une expérience sur euh, quand tu vas parler à euh, une fleur, une plante ou quelque chose, donner des beaux mots, etc. Et quand tu vas comparer ça à, OK, je vais donner des bons mots à une fleur, puis je vais donner des termes très, on va dire, négatifs à une autre plante, par exemple, celle-là va pousser et va vraiment être épanouie et belle, l'autre non. C'est la vibration. Vibration. Donc tout ça, ça rejoint quelque chose, c'est assez intéressant. C'est une phrase que j'ai lue dans l'Évangile qui disait, bah, à un moment donné, c'est Jésus, c'est le Christ qui dit ça, il dit une chose très simple, il fait, si vous avez la foi peut vous faire déplacer des montagnes. Et c'était une manière imagée de simplement dire, bah, en fait, vous êtes capable de tout modifier dans Ouais. votre vie. Bien sûr. C'est simplement comment vous allez le penser, comment vous allez anticiper les choses et comment vous allez vous voir dans le futur, comment vous voulez. Tu vois ce que je veux dire? Donc clairement, tu vas attirer cette énergie vers toi. Moi, je pense qu'on peut créer des choses. Ah, Et on peut 100%. aussi faire en sorte que les choses se manifestent. Hein, Manifestation, c'est le fameux. j'ai pas d'exemple comme ça, mais il y a des choses qu'on veut tellement que les choses s'alignent Ouais. parfaitement. Hein, C'est et qu'on va avoir des incroyable. signaux pour se dire, bon, on est sur le bon chemin. J'ai envie de rebondir sur un truc que tu disais, mais ça m'est sorti de la tête. N'hésite Sur pas. le hasard, oui, sur le hasard. Ouais. Tu sais, avec notre métier, on va dire scientifique, on est plutôt de l'autre côté du miroir. On est plutôt du côté réel, ordinaire. Et en fait, Cartésien. quand les gens m'amènent ou quand je suis amené à évoquer avec des amis, des connaissances, ces discussions sur l'éveil, sur la vibration, sur les futurs probables, l'activation, ils me disent, mais Alexandre, tu crois pas à ça quand même? Et je leur dis, pourquoi pas? Qu'est-ce qui dit que ça n'existe pas? Et pourquoi ça n'existerait pas? C'est presque tabou, c'est presque ringard de parler de ça. Non, mais en fait, ça veut dire que tu ne peux pas parler de ça avec tout le monde. Ouais, tu peux pas en parler avec tout le monde. Et c'est drôle parce que quand tu le lances, là, je te l'ai lancé, je savais pas ce que ça allait être ta réaction. Bon, À ton t'étais déjà avis, tu étais vraiment surpris de ma réaction. pas vraiment parce Bah que non. tu es quelqu'un qui est très curieux, tu vois. Mais c'était le chemin. De Tu toute façon, vois je te dis, on est connectés, donc pas inquiet. ça se voit que c'est-à-dire que j'ai senti que je pouvais t'en parler. Bien sûr. Et tu peux pas en parler à tout le monde, c'est vrai. Non. Tu as raison là-dessus. En Mais, fait, les gens s'attirent. Hein. Je suis presque sûr que s'il y a un off de tout ça un jour, on va aborder des sujets encore plus profonds. Ouais. Et quand tu t'éveilles, vraiment, alors c'est pas l'éveil en mode je suis allé, enfin, j'ai rien fumé, hein. C'est juste de se dire, bah, en fait, on peut réfléchir autrement, hein, différemment. Et souvent, quand tu te câbles sur cette fréquence-là, parce que pour moi, c'est vraiment comme une fréquence, tu sais, notre cœur, il émet des ondes, on n'est que de la vibration, le sang, quand il circule, il y a des vagues dans nos capillaires. Le cerveau, c'est neurones, mais c'est des ondes électriques. Hein. Tu parles même du sentiment amoureux, quand tu es à côté de la personne aimée, tu sens que tu vibres différemment. Donc, on n'est que ça. Et moi, je ne suis pas du tout surpris que tu m'amènes sur ce terrain-là, pas du tout. Je pense qu'il faudrait en parler de plus en plus et c'est drôle parce que les gens en parlent de plus en plus. La jeunesse aujourd'hui tombe dans un espèce de gouffre où ils sont souvent perdus et on dirait qu'ils vont chercher comme une vérité ailleurs, en fait, en quelque sorte. Pour moi, c'est pas moi réel. En fait, par exemple, quand je dis qu'on attire les gens, je me suis rendu compte que dans mes amis, alors pas proches, mais des gens que je côtoyais, il y avait dans le lot un magnétiseur. Ouais.
Et lui m'a détecté. Et moi aussi, si tu veux, j'ai senti que... Et en fait, on voit les choses un peu différemment après. Hein. Bien sûr, c'est pas un état qui est constant, mais on se dit, voilà, il y a la vie ordinaire, on va dire, et en fait, l'esprit qu'on a peut... Et moi, j'ai envie de vivre comme ça. Je suis convaincu que la vie a un côté un peu magique, hein, et que si on trouve les bons flux, et qu'on s'entoure des bonnes personnes, attention à ça, des gens positifs, hein, la vie peut être extraordinaire. Très beau. Très, très beau. Alex, je te pose une dernière question. Je t'en prie. Si tu as 1 heure, je te donne 1 heure, tu peux passer cette heure avec l'heure de... Enfin, je te reformule ça, excuse-moi. Je te donne l'opportunité de passer 1 heure avec la personne de ton choix. Ça peut être quelqu'un du passé, quelqu'un qui est du présent. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de cette heure? C'est juste, je te donne la chance de D'accord. passer... Je meurs 1 pas à la heure fin, avec... c'est ce que tu veux dire. Non, non, Voilà. tu meurs pas. Tu as juste l'opportunité de passer 1 heure avec cette personne. Ok, c'est la personne de ton choix. Et c'est qui Que tu je connais choisirais? ou n'importe lequel? N'importe qui. Tu choisirais qui aujourd'hui? Nicolas Tesla. Nikola Tesla? Oui. D'accord. Pourquoi? Euh, Il a des secrets. Ouais. Bah, c'est le seul génie, enfin, c'est, je pense, le génie de notre siècle. Hein. C'est lui qui a inventé tout ce qui est aujourd'hui du Wi-Fi à l'électricité. Et quand on regarde ses biographies, il a une vie vraiment malheureuse parce que lui, il s'est fait arnaquer du début à la fin. Fort, je sais. Hein. Tu connais un peu l'histoire. Et j'aurais voulu demander, mais comment tu pouvais être aussi intelligent et en fait ne pas être pragmatique? Parce qu'il aurait dû avoir un empire. Il s'est fait arnaquer dans tous les sens, c'est vrai. Il est mort Il est mort pauvre et à New York avec des dettes. Il il avait était plus quoi seul, il manger. n'était pas marié, Il il est avait de- un pigeon en... Je sais pas, mais en je sais que animal les de États-Unis compagnie. après ont pris tous ces travaux pendant 30 ans parce il avait commencé à développer des armes. Moi, voilà, pour te dire, ce que j'ai fait dernièrement, c'est que je vais utiliser ChatGPT en fait pour avoir des questions comme si c'était Nikola Tesla qui me répondait. Et je lui ai posé que des questions philosophiques. Je lui ai dit, voilà, c'est son esprit qui m'intéresse le plus. J'aurais pu t'évoquer des gens de ma famille qui sont décédés, mais je sais très bien ce qu'ils vont me dire. Par contre, lui, si je pouvais le réanimer 1 heure, qu'il emmagasine des informations et qu'il me réponde sur les questions de quel homme il était, pourquoi il a fait ces choses, que je suis sûr qu'il se savait arnaquer. Mais il avait une autre conviction et j'aimerais savoir qu'est-ce qui l'a motivé à aller sur un chemin, alors qu'il aurait dû, je pense, avoir un peu plus d'intelligence, on va dire, financière et technique. Donc c'est lui, si je pouvais passer 1 heure avec lui, ça serait avec lui. Ça n'a rien à voir, Alex, mais j'ai posé la question à quelqu'un avec qui j'ai fait un podcast, à un gars qui est multimillionnaire. J'ai eu la chance de lui parler. Ouais. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais tu sais, tu as des millions et des millions, d'accord? Ouais. Le mec habite dans le Burj Khalifa, juste pour te donner l'idée. Ok. Et je lui dis, tu dois être entouré de sangsues, de gens qui te tournent autour, tu sais, qui doivent essayer de pomper ton argent, profiter de toi, profiter des gens que tu connais, etc. Et c'est ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, bah, et alors je m'en fous. Je lui dis, mais tu t'en fous de quoi? Il me fait, Roméo, je vais te dire quelque chose. C'est des choses qu'on ne réalise pas, mais on pense souvent quand quelqu'un a de l'argent, c'est quelqu'un qui va être méchant, tu vois. Moi, je considère qu'il faut juste être bon dans la vie et donner. Donne autant que tu veux. Je sais très bien que le mec est complètement hypocrite, mais c'est pas grave. Un jour, il va revenir. Il m'a dit, je m'en fous. Moi, je j'ai plus de perds. mal avec ça. Moi, oui, toi, tu as du mal. Ouais, mais moi, en je peux fait, pas. c'est possible. Peut-être que non. C'est possible que Tesla avait ce mindset-là. C'est quoi, je m'en fous. Je partage tout ce qui passe par l'esprit, tous mes calculs, toutes mes découvertes. Oui, mais il en a souffert. Il en a souffert, mais c'est genre, Il lui manquait. Ça me fait penser, tu as Steve Jobs et Wozniak. Wozniak. Il Ouais. aurait. Nikola Tesla, c'est le Wozniak. C'est le génie. C'est le génie, Il mais il aurait aurait dû dû- être Steve Jobs. Et j'aurais voulu. Il n'avait pas d'amis, pas de femme, rien, pas d'enfant. Et pour moi, c'est l'inconnu. Hein. Et pour revenir sur ce statut-là, tu m'évoques d'argent, d'entourage. On est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Et moi, aujourd'hui, je ne m'entourerai que de gens qui vont m'apporter des choses ou qui vont être positifs. Et donc, je préfère être seul ou avoir peu d'amis. Et donc, si j'étais dans une situation où j'étais multimillionnaire, j'aurais la même approche. J'aurais peu d'amis. Mais que des gens qui m'apportent des choses et de la positivité, de bonnes vibrations. Super. Écoute, merci beaucoup, Alex. Ça T'en m'a prie, fait Roméo. plaisir de C'était un faire plaisir. ce podcast avec Ouais, toi. t'as vu, on a profité. Et je suis certain qu'on va en refaire un deuxième. Ah, Il y a ça, beaucoup, c'est il y a qui beaucoup c'est à dire. C'est toi qui c'est, avec Ça plaisir. fait plaisir. Merci beaucoup.